comment faire projet de société autour de l'alimentation et comment associer les attentes personnelles et nécessairement les projets communs. Donc c'est l'objet de la première table ronde. Je vais tout de suite donner la parole à Anne Béraud. Est-ce que tu peux, avant de commencer, Anne, et répondre à la première question que je vais te poser, rappeler qui tu es dans ce projet régional et nous remettre en perspective la place de Plaisir à la cantine d'il y a 4 ans. Et la question que je te pose, c'est y a-t-il une bonne façon de manger? La réponse est non. Alors, J'appuie sur le bouton, c'est mieux comme ça. Pour faire court, oui, la réponse c'est évidemment non. Alors d'abord me présenter, tu disais, mais je crois que beaucoup de personnes me connaissent. D'accord. Donc moi je m'appelle Anne Béraud, je suis diététicienne, je viens de Nantes, je suis en pratique libérale et je travaille entre autres pour le dispositif Plaisir à la cantine que nous avons réalisé pour les lycées agricoles de Bretagne, et c'est dans ce contexte-là que je suis là aujourd'hui pour accompagner à nouveau les accompagnements sur la mise en application de Plaisir à la cantine. Et moi j'ai été séduite par ce que vous avez raconté ce matin, parce que je m'aperçois que finalement toutes les petites pistes que l'on explore dans Plaisir à la cantine, je vois que vous en êtes emparés. Et que, voilà, c'est comme dans un séminaire, on a semé des petites graines et aujourd'hui on voit que ça pousse dans les établissements. Alors moi, ça me fait grand plaisir. Et donc, pouvons-nous dire aux jeunes, voilà comment il faut bien manger? Alors, il n'y a pas une bonne façon de bien manger, évidemment, et je vous mettrai même au défi de nous dire aujourd'hui ce que dans 20 ans, manger signifiera, ce que manger signifiera dans 20 ans. C'est pour ça d'ailleurs qu'on ne peut pas aborder un projet alimentaire en évoquant immédiatement des solutions. Ça n'a pas de sens. Ce que nous mangeons aujourd'hui, on ne l'imaginait pas il y a 20 ou 30 ans. La plupart des aliments que nous avons autour de la table n'existaient tout simplement pas. Donc, ils n'existaient pas, par exemple, à cette saison ou préparés de cette façon. Là, aujourd'hui, on a mangé ce midi un rôti de porc cuit en basse température avec une sonde. Je pense que les cuisiniers aujourd'hui, même si c'est une pratique qui est courante, il y a encore quelques années, c'était pas du tout comme ça que l'on fonctionnait. Et je ne suis pas sûre que dans 20 ans, cette cuisson basse température avec une sonde, elle soit pas remplacée par une autre chose. On parle de plus en plus des viandes qui sont élevées non pas dans les champs, mais dans des boîtes et dans des tubes à essai. Donc, vous voyez, même si ça ne nous donne pas très envie aujourd'hui, peut-être que d'ici les 50 prochaines années, ce sera tout à fait populaire. Donc, faire un projet alimentaire en disant c'est comme ça qu'il faut manger, c'est vraiment, à mon sens, une erreur. En revanche, comme tu l'évoquais tout à l'heure, c'est d'interroger chaque mangeur que nous sommes sur le sens qu'il donne à ses pratiques alimentaires. Pourquoi aujourd'hui je fais ce choix-là de manger comme ça? Et je pense que c'est vraiment vers ça qu'il faut emmener les élèves et les étudiants dont vous avez la charge. Oui, plutôt réfléchir à ses pratiques plutôt que d'appliquer une recette toute faite. Voilà, en plus la recette toute faite, elle n'existe même pas, donc elle serait difficile à appliquer. Ensuite, pour revenir sur du personnel au collectif et l'idée du projet, c'était, alors c'est la Bretagne qui m'avait inspirée, j'ai dit c'est comme si on était sur un bateau et monter un projet, en fait c'est vouloir se donner un cap. Et donc dans un établissement où on veut monter un projet alimentaire, il faut se donner un cap. Et le cap il peut être lointain, il peut être idéal, d'ailleurs il faut qu'il soit idéal, mais ce n'est pas, par exemple, bien manger. Non, c'est peut-être dire, on souhaite que tous les lycéens deviennent des mangeurs éclairés. Voilà quel serait notre projet. Ça, c'est notre cap. Mais on est tous sur le bateau et finalement, on veut éviter la mutinerie. Or, on sait bien que si on impose des choses, si on impose des choix, parce qu'on pense que c'est comme ça qu'il faut faire, on va à la mutinerie. Alors la mutinerie, elle s'exprime de différentes façons en restauration scolaire. C'est du gâchis, on jette, on fait la tête, tout est dégoûtant. Parfois on l'entend ça. Et donc c'est pas ça l'idée, c'est vraiment d'embarquer avec nous tous les lycéens, de faire en sorte qu'ils comprennent le cap, qu'ils le connaissent déjà.
Parce que parfois, on ne l'exprime même pas, d'où l'intérêt d'un projet d'établissement où le cap, il est vraiment bien défini. Et puis après, il faut emmener les élèves pour que ce cap-là, ils le voient et qu'ils puissent s'en saisir. Et ensuite, c'est de mettre chaque fois des actions en place pour se rapprocher de ce cap. C'est vraiment ça l'idée. Toi, tu parles d'horizon partagé également à un moment donné. Voilà, tu dis finalement, ce cap, il doit être fixé par du sens et il faut accompagner les jeunes autour de ça. Oui. Est-ce que tu peux parler de l'expérience, enfin témoigner d'une expérience que tu as vécue avec un restaurant scolaire à Nantes? Oui, alors même plusieurs expériences, mais une ce sera bien. Une ce sera bien. C'est peut-être celle qui me vient en tête, parce qu'on en a évoqué plusieurs. Celle qui me vient en tête, c'est cet internat où le matin, les élèves prenaient des petits déjeuners. Alors, il n'y avait pas de surveillance, après, proprement parler, donc les élèves les internes prenaient des petits déjeuners qui étaient un peu excessifs parfois, avec 3 yaourts, une demi-baguette, plusieurs bols de céréales, etc. Donc on se dit, tiens, comment est-ce qu'on va pouvoir réguler ça? Est-ce qu'on va mettre un joli panneau au-dessus du pain, 2 tartines seulement, ou un produit laitier, pas plus, par plateau? Et ça, on sait que globalement, ça ne va pas tellement bien fonctionner, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Alors on s'est vraiment interrogé et on s'est dit, tiens, lors de la commission, qui est en fait une instance dans laquelle on va pouvoir justement échanger sur ces points de vue, parce que le point de vue du gestionnaire, c'est de dire, attendez, moi je ne vais pas pouvoir tenir comme ça l'année si chaque élève prend 6 yaourts, 3 bols de céréales. Le point de vue du cuisinier qui dit, faut réassortir sans arrêt le buffet parce que tout le monde en prend trop. Et puis le point de vue des élèves qui disent, oui, mais c'est le seul repas qui est bon parce que le déjeuner, on ne va pas manger ou je ne sais quoi. Donc lors de cette commission où on débat de ces difficultés, de ces problématiques que l'on rencontre, on s'interroge et puis les élèves disent, oui, c'est un libre service le petit déjeuner, donc c'est bien. Si c'est libre, ça veut bien dire qu'on fait ce qu'on veut. Alors, je dis non. D'abord, au départ, c'est un self-service qu'en France, on a traduit par libre service. C'est déjà, les Français, déjà, vis-à-vis de l'alimentation, ils ont quand même une particularité, c'est que c'est un vrai espace de liberté. Et après, les élèves se sont interrogés, oui, c'est quoi finalement pour vous la liberté? Et on s'est dit, c'est le professeur de philosophie qui va pouvoir vous répondre. Et donc on a demandé au professeur de philosophie de s'emparer de cette problématique et de se dire, tenez, vous avez peut-être dans votre programme quelque chose autour de la liberté, eh bien emmenez donc ces élèves vers une réflexion qui est de dire, est-ce que la liberté, dans le libre service de mon lycée, c'est de pouvoir prendre 6 yaourts et 3 bols de céréales? Et petit à petit, on a cheminé. Quel sens je donne à mes pratiques alimentaires? Et c'est ainsi que, même si on ne voit rien vraiment on ne voit pas les comportements se corriger, j'ai envie de dire ce n'est pas grave. C'est de se dire que les élèves, ils ont quand même cheminé et ils ont essayé de comprendre le sens qu'ils donnaient à leurs pratiques alimentaires. Alors certains, oui, corrigent assez rapidement, pour d'autres ce sera plus long, mais c'est pas grave, c'est comme je disais tout à l'heure, on a semé des graines et elles pousseront dans les années à venir. C'est ça l'éducation. Merci beaucoup Anne. Je vais donner la parole à Guillaume Février. Moi je suis très content que Guillaume ait pu prendre le bateau aujourd'hui et venir jusqu'à nous de Belle-Île. On s'était rencontré, Guillaume, au Kralim, il y a 3-4 ans. Et à ce moment-là, moi j'avais tilté parce que Guillaume parlait de la nécessité d'établir un dialogue entre les acteurs qui tournent autour de l'assiette. Et à Cône, on avait la même entrée. Et depuis, donc j'aimerais que tu nous dises ce que tu fais à Belle-Île, que tu nous parles d'abord rapidement de ta mission par rapport au projet alimentaire territorial. Et la question que j'aimerais te poser, c'est comment finalement, toi, tu t'es confronté à ce passage entre l'individuel et le collectif. Comment cette bascule, elle s'opère? Toi, tu dis finalement, on ne peut pas imposer un collectif, on est obligé d'aller chercher des gens pour que les différences puissent s'exprimer. Est-ce que tu peux nous expliquer ça? Merci, bonjour et merci pour cette invitation. Donc moi je travaille dans une association, Loi 1901, qui à la base fait de l'éducation à l'environnement et qui est environnementaliste. Et on en est arrivé aujourd'hui à animer un projet alimentaire de territoire. Donc on ne va pas faire l'histoire de la chose, mais il est assez intéressant de voir que finalement quand on commence, l'association date de 1990,
à s'intéresser à la question de la préservation de la biodiversité. On peut, alors j'allais dire finir, enfin on peut en arriver un jour à être animateur des questions alimentaires sur un territoire. Ce serait un autre sujet. Donc moi mon travail c'est d'animer, de coordonner, de mettre en lien et d'éviter ce que j'ai entendu à plusieurs reprises ce matin, mais enfin, on n'est pas meilleur que vous, d'éviter d'être en silo. Parce que c'est un des maux contre lesquels on doit se battre. Donc jusqu'à l'année dernière, j'étais au-delà de cette fonction de coordination sur de l'animation concrète de projet, notamment sur un projet de relocalisation de la filière laitière, pour vous donner un projet très concret, parce que tout le lait de vache qui est produit à Belle-Île aujourd'hui est expédié à Pontivy, par camion. Donc, vous voyez ce qu'on essaie de faire. Ah, j'ai des collègues qui sont arrivés sur le foncier, sur cette filière-là, pour m'aider, donc je suis plus sur une coordination plus générale. Sur cette question de passer de l'individuel au collectif, on va d'abord l'approprier à nous. Il y a plus de 15 ans, en naturaliste, nous, on est allé voir les paysans à Belle-Île en leur disant soyez gentils, il faut que vous continuiez à entretenir un peu plus le paysage, parce qu'on voit que les friches se développent, et nous, on constate que la biodiversité est en danger. Donc il y a une utilisation importante, agro-pastorale, par la fauche et le pâturage des prairies à Belle-Île, de l'agriculture, pour garder de la biodiversité, alors qu'on décrit souvent de l'agriculture, et on la dépeint avec ses externalités négatives. Mais en fait, les agriculteurs nous ont dit, poliment, vous êtes très gentils, mais nous, c'est pas notre priorité. Donc en fait, on a été dans une position quasiment individualiste, je fais de l'autocritique, en protecteur de la nature. Soyez gentils, les jardiniers, là, allez-y. Et on a bien vu que si on voulait faire un projet collectif sur le territoire, il allait sans doute falloir se décaler de clé d'entrée, et aussi, avec d'autres partenaires, s'attaquer à des leviers socio-économiques auprès de la population agricole. Donc ça, c'est une illustration appliquée à notre association. Je me permets, ça c'est concrètement, on a entendu ce matin, ce que l'on peut rencontrer dans les établissements quand on décide de ce que doivent faire les agents sur le gaspillage alimentaire, par exemple. Voilà. Nous, on n'y arrive pas, donc on a compris qu'il fallait traiter de façon indirecte la question de la biodiversité. Et aussi de l'économie, de l'emploi et de l'alimentation locale. Donc, je pense qu'on a des visions antagoniques. Je parlais, moi, des différentes dimensions de la qualité. Il y a une personne qui va vouloir manger vite, fast. Il y a des mouvements, notamment très forts en Italie, sur le slow food. Il y a une personne qui veut d'abord manger quelque chose de local. Ça, c'est un débat qui est très fort. Une autre personne qui veut manger du bio, même si ça vient d'Israël ou d'Autriche, ce sera du bio. Et en fait, souvent, on est dans nos antagonismes. Et si on veut l'organiser, il faut mettre en débat. Et puis il faut mettre les gens dans des situations où ils vont pouvoir essayer de se comprendre un petit peu, voire de développer de l'empathie. Et si on n'a pas les espaces et les moments pour se mettre en débat et se comprendre, sans doute qu'on n'avancera pas. Donc là, il y a une réflexion, que ce soit au sein des étudiants, des lycéens, que ce soit au sein des parties prenantes de l'établissement, l'enseignement dont vous faites partie, que ce soit au sein du territoire. Donc à 3 niveaux, quelles sont les instances et les moments existants entre les élèves? Il y a un cours, par exemple, c'est un moment, et puis c'est une instance. Voilà. Est-ce qu'il y en a qui sont à créer, qui n'existent pas, pour pouvoir répondre à ce besoin d'intercompréhension, de mise en débat et de compréhension. Voilà. Et finalement, de co-formation. Deuxièmement, entre les parties prenantes, il y a des personnes chargées de la restauration, il y a des directeurs d'établissement et des intendants. J'utilise sans doute des vocables qui ne sont pas adaptés, excusez-moi. Il y a bien sûr Alors, il y a quelque chose qu'on ne fait pas intervenir, parce que c'est beaucoup plus prégnant à l'école primaire, c'est les parents d'élèves. On peut peut-être réfléchir à ça. Voilà, donc ça c'est le deuxième niveau au sein de l'établissement. Est-ce qu'on a toutes les instances, tous les moments, tous les lieux disponibles sous la main et les mettre à profit pour parler du projet alimentaire d'établissement, ou alors est-ce qu'il faut en créer? Et puis troisièmement, vis-à-vis de lien entre l'établissement et le territoire, là aussi, est-ce qu'on a les moments et les lieux, quoi. Donc c'est faire exprimer chacun, ne pas juger, essayer de chercher les complémentarités entre les positions des uns et des autres, créer des espaces de débat, et petit à petit, amener les gens, leur donner les moyens de se laisser toucher. Voilà. Classiquement, nous, on travaille sur des sujets comme des agriculteurs conventionnels et des agriculteurs bio. Et on a réussi à commencer à créer des espaces où les uns et les autres arrivent à se parler et à se laisser toucher par des arguments des uns des autres, quoi. Ça veut dire, par contre, on reviendra peut-être tout à l'heure sur ces notions d'interconnaissance, parce que nous, nos établissements, on se met souvent dans des postures de sachant. Alors que là, il y a quelque chose que tu nous dis, Guillaume, c'est on a tout intérêt à apprendre aussi de ce que les uns les autres, notamment les jeunes, les apprenants, peuvent nous apprendre par les références qu'ils ont par rapport au sujet. Mais quand on s'est vu ensemble, quand on s'est eu au téléphone pour préparer cette rencontre, finalement, je me suis dit, moi, tout ce que tu nous amènes là, comme réflexion, ça suppose que l'on développe des compétences dans nos capacités à animer ça. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Parce que
Donc c'est vrai, moi je fais le parallèle entre un territoire, qui est l'échelle, qui est le support en fait, de nous, notre animation, et puis un établissement. Mais finalement, j'ai entendu ce matin, je ne sais pas si c'est Erwan ou l'un d'entre vous, l'une d'entre vous, qui disait un micro-territoire, l'établissement, finalement. Donc ça s'anime. Alors quelquefois, ça peut s'auto-animer. C'est relativement difficile pour moi de parler de ça, parce que c'est mon métier, donc j'ai pas envie de faire le VRP de l'animation territoriale, mais croyez bien que j'y crois, et j'essaye d'être objectif. Les choses doivent s'animer. Les gens ne vont pas spontanément, quand ils sont, comme je le disais, ancrés dans une posture par rapport à la question alimentaire, ils ne vont pas spontanément aller au-devant des autres. Si, on en a. On fait des ciné-débats. Je vous parlais tout à l'heure de l'importance de débattre, on fait des ciné-débats. On a la chance, parce que depuis une dizaine d'années en France, on a une profusion de films documentaires sur les questions alimentaires et agricoles. Mais les gens que vous avez dans la salle, j'ai arrêté d'en faire cette année parce qu'on était un peu fatigués, ce sont déjà des gens convaincus. Et donc, on n'est pas très efficient, quoi. Voilà. Donc, pour revenir à cette question d'animation, ça renvoie aussi à la question de la neutralité. Comment est-ce que vous avez dans votre établissement quelqu'un qui est légitime pour intervenir en toute neutralité? Ça, c'est une question qu'on doit se poser. Elle existe peut-être, ou alors il y a peut-être des personnes extérieures à faire intervenir. Deuxièmement, on parlait d'intercompréhension. Ça veut dire déjà de faciliter l'expression. Comment l'un et l'autre vont se comprendre s'ils ne s'expriment pas? Dans la salle, là, je pense que ce soir, il y a des gens qui vont partir, et je ne les juge pas du tout, qui n'auront rien dit de la journée. Tout simplement parce qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à parler en collectif. Par contre, il y a des gens, moi j'en fais partie, puisque je suis un grand blablateur, qui ont tendance à ne pas se rendre compte qu'ils monopolisent la parole. Donc il faut alterner l'oralité et aussi l'écrit. Donc passer, mais c'est tout bête, c'est nos petites techniques de métaplan, c'est les post-it. Mais oui, mais là, on va aller recueillir l'expression de quelqu'un. Et ça va être riche, en tout anonymat. En plus, la personne nous dit, moi, l'important, au lycée, j'ai vu que ça n'allait pas du tout, parce que ceci sur l'alimentation. Donc, l'intercompréhension, c'est d'abord l'expression des uns et des autres. Et puis après, pour lever les antagonismes, c'est d'arriver à montrer qu'il y a, comme vous le disiez, il n'y a pas une bonne façon de manger, mais il n'y a pas un avis. Donc d'arriver à les confronter et faire complémentarité. Alors je donne un exemple par rapport à ce que je vis à Belle-Île-en-Mer. On agit sur la question du foncier agricole. C'est un domaine dont on parle de plus en plus en matière d'alimentation. Ça paraît bête à dire, c'est la base sur laquelle on produit les biens alimentaires. Et sur des territoires en périurbain ou sur le littoral, où il y a beaucoup d'avidité, voire de cupidité, d'intérêt pour le territoire, eh bien les enjeux fonciers sont très importants. Pour répondre à ça, nos communes se mobilisent avec d'autres acteurs. Et j'ai deux communes qui ont deux postures très différentes là-dessus. J'ai une commune de Belle-Île, il y a 4 communes. Une qui dit la priorité pour sécuriser le foncier, c'est auprès des exploitants agricoles déjà installés, les éleveurs, parce qu'il faut qu'on sécurise nos chaînes alimentaires et nos outils, notamment l'abattoir. J'ai un autre sur la commune d'à côté. J'ai un élu qui dit la priorité, c'est d'installer des nouveaux éleveurs, surtout sur le maraîchage et le végétal. Donc complètement différent. Et si on n'anime pas ces deux élus entre eux, là, eh bien, c'est un peu stérile, je dois vous le dire. C'est plutôt par rapport à leurs problèmes, et j'en arrive à un point très important, par rapport à un problème quand on porte un projet, il ne faut pas rester sur un problème. Là, on a un problème d'entente, de vision politique sur un sujet du foncier, c'est de traduire ça en question à solutionner. Donc la question qu'on est en train de formuler, c'est mon actualité avec mon collègue chargé de mission foncier. Comment faire de vos deux approches une complémentarité? Comment peut-on sécuriser les exploitants en place et installer des producteurs maraîchers fruitiers pour faire un projet alimentaire liant le foncier à l'assiette à Belle-Île? Et là, on a passé une étape importante quand on a posé la question à partir d'un problème. C'est pas si anodin que ça. Moi, je fais des liens avec ce qu'a dit Anne tout à l'heure par rapport à la philosophie. C'est-à-dire, finalement, le problème, il devient une question intéressante à traiter. Et j'entends souvent Isabelle et Christian nous dire, finalement, ce sont les critères de questionnement qui sont intéressants. Amener les élèves à se poser des questions et y réfléchir. Donc, amener les questions plutôt que le problème, c'est peut-être une des solutions, une des pistes dans nos progressions des uns et des autres sur cette question. La deuxième chose que je retiens de ton intervention, et je me le prends en pleine figure notamment pour aujourd'hui, c'est on est quand même sur un dispositif qui favorise l'oralité totalement. Et d'ailleurs, je vais vous demander dans quelques secondes de prendre la parole pour voir si vous avez des choses à dire, mais on est quand même sur des systèmes d'intelligence collective qui favorisent toujours les mêmes. Or, dans les salles, dans les réunions de filières, les réunions plénières dans nos établissements, il y a des gens qui parlent beaucoup tout le temps, qui ont même cette posture-là, et ceux qui ne parlent jamais. Donc on entend, et nos systèmes d'animation ne permettent pas à ces gens-là de s'exprimer. Et puis je peux même te couper, Oui.
Oui, si tu peux le faire. Reprends la parole, tu verras, je te peux couper. Non mais au-delà de la blague, je suis dans une position de force. Après, on peut aller beaucoup plus loin. Et je suis sûr que vous, enseignants, je ne vais pas vous apprendre votre métier, mais sur la disposition des chaises dans une salle, voilà, clairement, nous, on est les sachants ici, on est sur l'estrade, vous êtes en train d'apprendre. Mais moi, j'ai pris ça dans les dents avec des agriculteurs. Hein. C'est pas en étudiant une sociologue que j'ai... C'est des agriculteurs qui nous avaient fait la remarque, peut-être, et ils l'ont bien évidemment dit après sur le trottoir. Il y avait la Chambre d'agriculture, la SAFER, le CPIE, la communauté de communes, et les agriculteurs à qui on apprenait la vie. Donc c'est aussi ces choses-là qui vont faciliter, c'est bête, hein, mais c'est la forme des choses qui vont nous permettre d'avancer quelquefois. Est-ce que ça amène des remarques? Ce qui serait bien, si vous le souhaitez, là, c'est que si vous avez quelque chose à dire. Victor, on va prendre le micro. Ouais, je me demandais du coup ce que c'était créer des espaces de dialogue concrètement. J'ai pas dit le tiers de ce que je voulais dire. Donc concrètement, à partir du moment où nous, on a vu que d'un côté, nos élus tiraient, pas tiraient la couverture, mais réfléchissaient dans leur coin, les agriculteurs marmonnaient leurs problématiques, on avait fait un travail individuel par catégorie d'acteurs. Il y avait un problème, les uns et les autres disaient mais de toute façon les élus, mais de toute façon les agriculteurs. Et bien, on a créé un comité local agricole. Alors ça perturbait un peu les élus, parce qu'il n'y a pas d'entité juridique, c'est pas une association, c'est un collectif. En plus, à composition mouvante, en fonction de l'actualité, eh bien, on a un comité dans lequel on a des agriculteurs, les élus, on a la SAFER, on a la notaire, je vous parlais de problématiques foncières, on a des chercheurs avec lesquels on travaille, Blaise et la FR-CIVAM ont participé à ce comité, et maintenant, on a Super U, on a une crêpière, une restauratrice qui fait des crêpes, et on a des citoyens, des différentes personnes qui sont concernées par la question alimentaire à Belle-Île. Au début, c'était un comité agricole, maintenant on est en train de basculer sur un comité agricole et alimentaire. C'est une instance que l'on anime, qui nous sert en même temps de pilotage de notre projet alimentaire de territoire, et la vocation première de cette instance, c'est faire circuler l'information. Je vais vous donner un exemple très concret. À une réunion, il y a une des maires de Belle-Île qui nous a dit « Moi j'ai un problème, je suis garante en partie de la sécurité sanitaire sur mon territoire, et j'ai un problème de prolifération des rats lié au développement des friches. » Et j'ai un autre problème sanitaire, j'ai un problème parce qu'il y a certains éleveurs, les carissages ne passent pas tous les jours, et j'ai quelquefois des bêtes accidentées, voilà, une carcasse de brebis qui traîne, j'ai peur sanitairement. Et comment je peux faire? Et il y a une agricultrice qui était présente qui dit « Mais tu sais ce que c'est un GDS ?» un groupement de défense sanitaire, je suis président du GDS, et l'élu dit, c'est quoi un GDS? Je ne savais pas. Et donc concrètement, on lui a apporté une réponse, téléphone au GDS, on va te permettre d'aller voir l'agriculteur, de voir pourquoi il n'a pas les solutions pour manutentionner sa bête, etc. Voilà. Donc c'était une circulation d'informations pour traiter un problème agricole très concret, très technique, c'est tout bête mon exemple. Hein. Et bien évidemment, sur la question alimentaire, j'ai plein d'exemples. On avait fait une réunion sur l'approvisionnement en restauration collective qui vous intéresse directement, et puis il y a une cantinière qui dit bah oui mais moi par rapport à mes pommes de terre je pense que les producteurs locaux n'auront pas assez. Il lui demande, ils étaient là, il y avait un maraîcher, mais combien? 350 kilos par an. Tout le monde était abattu, quoi. Voilà, il devait faire 3 tonnes à l'année. Donc vous voyez, il faut faire circuler l'information, donc un comité local agricole qui est un exemple d'instance. Voilà. Comité local agricole, comité de pilotage, comité local d'établissement, on peut imaginer toutes les structures qui peuvent permettre ça. Moi j'ai une question à vous poser dans la salle, pour que justement on essaye c'est moi qui suis en bas finalement. Est-ce que ce que nous dit Guillaume, ça vous paraît très éloigné de ce qui peut se mettre en œuvre dans un établissement? Ou est-ce qu'au contraire, vous sentez, vous, qu'il y a des passerelles possibles? Est-ce qu'il y a des... Non, ça fait pas écho ce que je vous pose comme question. Ok. On va donner la parole à Sandra. Vous vous souvenez, ce matin, Sandra nous a parlé de Kikafars. Puis on a dit qu'on allait garder quelques éléments pour la suite. Sur ce passage de l'intime au collectif, toi, on a bien vu que Kikafars, c'était d'abord un projet qui partait de la base, mais qui avait énormément de difficultés à franchir le cap de l'autre côté. Est-ce que tu peux nous témoigner de ça? Oui.
Alors, juste une chose, pour rebondir sur ce que disait mon voisin de droite, je ne me positionne pas en sachante ici. Hein. Clairement. Non, mais moi, je Je témoigne. Voilà. Voilà, Et je ne suis pas une pro de l'animation non plus. Juste pour rebondir par rapport à ce que je disais ce matin, effectivement, quand le projet est né, c'était une initiative effectivement de Gaël et de Clément. À l'issue en fait de la première réunion, on a demandé de faire un projet plus fédérateur. C'est ce que donc nous avons fait, mais le problème c'est qu'en théorie, effectivement, ça fonctionnait pas mal, avec le schéma, les différentes étapes que je vous ai présentées ce matin. Mais en pratique, je regarde René, mais quand je lui ai montré, il m'a dit ouais, bien, mais on va faire comment? Parce que du coup, là, les programmes sont lancés, les profs ont déjà élaboré tout leur programme pédagogique pour l'année, et il va falloir pouvoir aller vers eux. Et en fait, comment ça s'est passé, on va dire tout naturellement, puisqu'on a été interpellés. On était 4 dans le groupe, j'étais pas la seule. Il y avait Sébastien, il y avait Cathy, il y avait Marie-Claude qui sont ici, où chacun d'entre nous s'est donné des objectifs, aller interpeller d'autres professeurs, aller voir les agents administratifs, aller en parler un peu par ailleurs aux élèves aussi, voilà. Et chacun de notre côté, effectivement, avons démarché plusieurs personnes comme ça. Alors moi j'ai un bureau qui est stratégique, c'est le bureau qui passe juste devant, on est obligé de passer devant mon bureau pour aller manger. Donc du coup je pouvais interpeller les profs à certaines heures pour leur dire en fait, t'as entendu parler de projet Kikafars, est-ce que du coup, qu'est-ce que ça t'inspire et est-ce que du coup tu veux bien nous donner un coup de main? Alors on a essuyé quelques refus, c'est ce que j'expliquais ce matin. Ça n'a pas forcément toujours été facile, mais bon, on a de la chance du coup d'avoir des personnes ici qui sont mobilisées et qui font que finalement ça a quand même pas mal fonctionné, même si on n'est pas arrivé au terme de ce qu'on aurait voulu vraiment faire et atteindre nos objectifs. On a rencontré les contraintes de temps aussi, ça on l'a déjà dit. Le fameux cloisonnement, on a essayé effectivement de dépasser ces cloisons du fait justement de pouvoir interpeller chacun. Mais on a quand même rencontré d'autres difficultés qui sont l'essoufflement, l'épuisement, puisqu'on pose quand même souvent sur les mêmes personnes. Et qu'à un moment donné, moi je le disais, on a failli baisser les bras à un moment donné parce que c'est difficile de se rencontrer déjà. En fait, il y a effectivement différents comités, différents conseils. Donc on a activé le conseil des délégués de classe déjà, évidemment, pour parler de ce projet. On en a parlé aussi en commission restauration, dans les différentes commissions menues aussi, puisque du coup je fais le global, en CA, CI, etc. On a effectivement globalisé, pris toutes les instances qui existent dans l'établissement pour évoquer le sujet. Ça ne suffit pas. Il y avait toujours des personnes qui ne connaissaient pas le projet Kikafars. Il y a eu des moments où, je me rappelle de Sébastien aussi, qui est passé à un moment donné dans les différentes classes pour reparler du projet Kikafars. C'était, en termes de communication, voilà. Et c'est épuisant dans la mesure aussi où, à un moment donné, on a ces fameuses instances, mais même nous 4 déjà, à la base, sans parler de Clément, sans parler de tous ceux qui ont après contribué, on n'arrivait même pas à se retrouver en groupe, en comité. En réunion, c'était très compliqué. Ce qui fait que là, par contre, ça demandait une énergie pas possible. C'est-à-dire que je me suis amusée à un moment donné à prendre telle personne dans un coin, telle autre personne dans un coin, et dire, voilà, si tu pouvais en parler à telle autre personne, et faire, redémultiplier en fait ce qu'on faisait. Voilà. Et c'est ce qui... on va parler sur la deuxième table ronde du projet d'établissement, mais là, ce que je retiens, moi, de cette première table, c'est que passer de l'intime au collectif, ça suppose de trouver des solutions, des lieux, des moments et des méthodes d'animation pour amener du projet collectif. Pas seulement, de l'énergie et de la motivation. Énergie et motivation. Est-ce que, pour terminer, peut-être, Anne et Guillaume, tout à l'heure, tu as parlé d'un tiers neutre. Comme je disais, moi je ne suis pas là pour faire VRP, mais en fait il y a des acteurs associatifs, il y a aussi, je pense, dans l'établissement, voir composer avec il y a des personnes, il y a des postes et puis il y a des personnalités aussi. Voilà. Mais pourquoi en tout cas j'avais noté comme ça? Créer un climat de confiance, c'est vrai, quand on a des parties diverses, motivées peut-être de façon diverse, eh bien elles vont toutes se rallier à une base commune, neutre.
Le fait de ne pas avoir de parti pris, c'est qu'aussi on va peut-être témoigner qu'on respecte la complexité des choses, parce que c'est très complexe toutes ces choses-là. Et donc voilà, on est neutre, on ne se dit pas que ça va être facile dans ce sens-là ou dans un autre, quoi. Et ça permet de convaincre les uns et les autres que l'action est intéressante. Parce que pour pouvoir avancer dans nos démarches pour l'alimentation, il faut quand même qu'on y trouve de l'intérêt et qu'on ait confiance en nous. Bon, là je récite mon cours de psychosociaux que j'ai appris en 2 jours l'année dernière. Non mais j'ai retenu ça, c'est vrai, on oublie l'essentiel, quoi. Donc il faut avoir un galvanise, je sais pas comment on dit, quelqu'un qui nous galvanise pour tout ça. Donc voilà, il y a Blaise aussi des CIVAM, il y a des CPIE, il y a des associations, il y a la MAB ici. Là je pense qu'il y a matière peut-être de les faire intervenir, ou alors de leur demander conseil pour faire intervenir. C'est pas mal quand même d'avoir un organisme qui connaisse le territoire, qui n'est pas un bureau d'études qui vienne d'Ajaccio, peut-être.